Si nous fermons les yeux un instant, nous pouvons quasiment tous imaginer le Titanic, le phare d'Alexandrie ou la grotte Cosquer. Pourtant, pour la plupart, nous n'avons jamais vu ces vestiges et ne les verrons sans doute jamais. Ce pouvoir, nous le devons à l'habitude des plongeurs archéologues de penser, écrire et raconter la science en images. Ingénieure de haut niveau, Marie-Pierre Gézégou consacre sa carrière à l'étude et à la valorisation des biens culturels maritimes du littoral occitanien. Ouais, on va mettre celle-là. Fernand Robert, fondateur de la section de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines de Frontignan en 1981, donne sans compter de son temps à l'exploration et à la captation des fonds marins. Fernand sollicite régulièrement Marie-Pierre pour expertiser les découvertes de ses équipes. Complémentaires, ils approfondissent les connaissances en archéologie navale, navigation et commerce maritime. Avec eux, l'archéologie prend une allure de conte qui se refigure le passé. J'aimais beaucoup l'histoire, c'est la matière que j'appréciais le plus quand j'étais au lycée. Et donc après le bac, que faire? Et donc je me suis dit, je vais faire des études d'histoire, ça mène à tout, d'histoire et d'histoire de l'art et d'archéologie. J'ai eu un cours sur l'histoire de la construction navale. Et ce cours a tout déclenché, parce que j'étais déjà plongeuse, j'aimais la mer depuis toute petite, et là je me suis dit, mais c'est fabuleux, l'archéologie sous-marine, je n'avais même pas à Dijon pendant mes 2 premières années, je ne savais même pas que ça existait. Je me suis dit, mais pour étudier l'histoire de la construction navale, il faut fouiller des épaves. Pour fouiller des épaves, il faut plonger. Et donc, je pourrais être archéologue et plongeuse en même temps. J'ai eu de la chance puisque à la fin de mon année de licence, le DRASM, qui s'appelait l'ADRASM à l'époque, proposait des stages de formation à des étudiants de toute la France, entièrement pris en charge, brevet de plongée pour ceux qui ne les avaient pas, et initiation 3 semaines sur l'Archéonaute, qui était le bateau de l'ADRASM à l'époque, pour découvrir ce métier. Et j'ai fait mon stage de 3 semaines sur l'Archéonaute, et là, ma vocation était lancée. Et puis ensuite, arrivé en thèse, on m'a proposé de fouiller une épave à Fos-sur-Mer, qui a été donc ma première fouille et mon sujet de thèse. On dégageait chaque unité stratigraphique en faisant une couverture photogrammétrique, donc pour permettre de faire des mesures à l'échelle sur la restitution photogrammétrique. Et puis ensuite, quand on avait fait cela, on faisait des relevés, des dessins à l'intérieur d'un carroyage. Et ensuite, on démontait la couche pour pouvoir attaquer la couche d'en dessous. Pour l'époque, voilà, c'était de la véritable archéologie. Voilà mes premières revues sous-marines. Mes premiers essais.
Après, j'ai eu la caméra de Falco avec le caisson, c'est bien mieux. En fait, j'étais content de laisser parce qu'on voit les images, c'est net, quoi. Moi, j'ai toujours aimé l'archéologie, j'ai toujours aimé les vieilles pierres. Et j'étais copain avec Valette, qui était conservateur un petit peu du musée de Frontignan. Et quand je trouvais quelque chose, je le lui disais. Un col d'amphore, je l'apportais. Et un jour, on a trouvé donc, un canon, quoi, du Robuste et du Lion. Il y en avait qui l'avaient vu avant nous, mais je lui dis, on veut le sortir. Il me dit, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais demander au maire Chapotin. Il demande dès qu'il le sorte. Voilà. On s'est mis là, une bande de copains, à creuser parce qu'il était à moitié enterré. On a travaillé, je crois, jusqu'au 15 août, je crois. Et à la fin, on l'a déterré, on a réussi, avec les bidons, de la faire flotter. On l'a mené au port, et là, disons, tout a démarré. Le DRASM nous a envoyé un mot propriété de l'État, faites une déclaration, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Bon, vous l'avez fait, on ne nous engueulait pas. Et on a démarré, on a dit on va faire un club. Personnellement, je ne découvre rien au fond de la mer. Je ne fais pas partie de cette génération d'archéologues plus âgés que moi, qui étaient d'ailleurs souvent des amateurs, qui étaient eux des gens qui trouvaient et qui ensuite fouillaient. Donc moi, je mets en musique, je fais parler. C'est-à-dire qu'on m'amène sur des endroits en me disant, ben voilà, regardez, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, je donne un discours. En 36 ans de fouilles, on a fait pas mal d'épaves, dont il y en a quelques-unes disposées ici, dont l'amphitrite. Donc on est devant la vitrine de l'amphitrite. C'est un transport de bouteilles d'huile, de l'huile qui partait pour les Antilles. Comme les colons de la Martinique ou de la Guadeloupe aimaient les acras de morue, ils se faisaient livrer de la morue qui arrivait à Marseille, et de Marseille, ça partait pour les Antilles. Et ces morues dont on a retrouvé les droits étaient plombés, il y avait un contrôle de douane, donc on a trouvé les plombs de douane dessus, et des arêtes de morue. Voilà. L'archéologie sous-marine, encore en 1977, dans le grand public, c'était vraiment la chasse au trésor. Les plongeurs tenaient absolument à mettre des objets chez eux, parce que c'était un peu le trophée, comme on va mettre les cornes du cerf qu'on a tuées à la chasse. Et ben, si on met une amphore d'une épave chez soi, c'est qu'on a pénétré au fond des mers et que voilà, on y est allé et on a vu cet objet, on l'a trouvé et on le sort. Donc la loi de 89, elle arrive en mettant tout ça à plat et en disant, on ne sort plus rien. Très bien, on déclare tout. Et le DRASM est chargé d'aller expertiser toutes les déclarations. Et ensuite, les déclarations qui présentent un intérêt archéologique, le découvreur se verra remettre immédiatement une récompense en argent. Donc, il n'attend plus que les fouilles aient lieu et les collections ne sont plus dispersées. Et ça a marché. Et ça marche encore, si ce n'est qu'on a de moins en moins de déclarations de sites importants
méritant vraiment des récompenses. Alors on en a encore, mais on a l'impression que dans la zone côtière, beaucoup de choses ont été trouvées et que maintenant ce qui reste à trouver, c'est plus profond. La botte, elle était écrasée au fond de l'eau bien coincée. On l'a sortie sans trop l'abîmer. Mais la deuxième botte était vraiment... On l'a laissée, elle est toujours restée au fond. Alors, c'est Laurence qui a dit, c'est une botte cavalière, quoi, de toute beauté. Et on l'a restaurer. Elle est partie en restauration, et voilà ce que ça a donné. Voilà, c'était ça. Voilà, ça c'est bien. Celle-là, c'est la même que tu as déjà vue. Ça, c'est le robuste, ça. Je vais le regarder ça après. Le service du ministère de la Culture, auquel appartient Marie-Pierre, se concentre principalement sur l'aspect scientifique des découvertes et leur mise en dépôt. La responsabilité de rassembler, restaurer et exposer les collections revient au musée. Mais par manque de fonds, de personnel ou d'espace, une grande partie des objets accumulés par les plongeurs archéologues restent cachés des publics. Que faire de ce patrimoine en attente ? Comment réduire l'écart entre l'abondance des objets remontés à la surface et les ressources limitées des musées pour les traiter ?